très ouvert pour répondre à vos questions. Bien, merci beaucoup, Bart. Malgré les petits problèmes techniques de démarrage, je pense que ton exposé était très clair et très éclairant. Ce qui me frappe, c'est que il y avait des questions dans ce sens-là, justement, par les participants qui disaient, bah, à part le traitement du gène classique RPE65 que tu connais particulièrement bien, est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, j'ai entendu ce soir que oui, il y a d'autres choses aujourd'hui Oui. qui apparaissent. Alors, c'est encore des petites bribes, ça a démarré, ce n'est pas encore comme le Luxturna, on a compris, mais il y a des avancées réelles dont on voit apparaître certaines thérapies, et ça, c'est quand même extrêmement encourageant. Euh, je voudrais revenir, il y a des gens qui posent la question, est-ce que les thérapies géniques sont fonction de l'âge? Euh, Est-ce Ça veut que dire probablement, est-ce que là, en fait, il y a une limite au niveau âge pour oui, un traitement? En bref, non. Ce qui est important, c'est que si la rétine est encore une rétine à sauver, ouais, c'est ça. c'est une rétine qui va recevoir un traitement génique. C'est-à-dire que on ne va pas dire maintenant, monsieur, vous avez 60 ans, vous n'avez plus le droit. Ce n'est pas comme ça qu'on Ça n'a pas raisonne. de sens. Ça n'a pas de Correct. sens. Oui. OK. Euh, il y a d'autres questions concernant d'autres gènes dont tu n'as pas parlé, mais peut-être qu'il n'y a pas encore grand-chose pour l'instant. Peut-être simplement éclairer les différentes personnes qui posaient la question. Il y en a qui se demandaient s'il y avait quelque chose sur le CRB1, sur le RP1 et dans le chat sur le RP2. Et une question qui était un peu Oui. plus la personne se pose la question pour le RP2, est-ce que le RP2 est un grand gène ou un petit gène? Voilà. L'RP2, normalement, doit se mettre dans un virus. Le RP2 est le deuxième gène important pour la rétinite pigmentaire liée au sexe ou liée à l'X. C'est-à-dire que Ouais. j'en ai pas parlé en détail, mais bien évidemment, il y a des hommes et des femmes. Dans la plupart de nos parties géniques, c'est-à-dire les chromosomes, on a 23 chromosomes de papa, 23 chromosomes de maman. Les 23 chromosomes peuvent se voir comme des armoires dans ce qui sont rangés Mhm. 20 000 gènes de chaque parent. On range en génétique médicale sur base de la taille les chromosomes. Et le numéro 1, c'est le plus grand. Le numéro 22, c'est le plus petit. Oui. Les hommes et les femmes ont deux fois le 1 jusqu'à 22. Donc 44 chromosomes identiques, les hommes et les femmes. C'est le 23e couple de chromosomes qui est différent entre les femmes et les hommes. Les femmes ont deux chromosomes X en forme d'un grand X, armoire en forme avec des dizaines de gènes. Les hommes n'ont que de leur maman, bien évidemment, un X, et de leur papa, un très petit Y. Le petit Y est important. Il y a seulement le message ne soyez pas femme, soyez homme. Mais donc, D'accord. comment on se produit, c'est important. Comment, quand même, que l'on a des hommes et des femmes. Chez les femmes, un X, non seulement un X est actif dans chaque cellule, mais ce sont des mosaïques. La moitié utilise le X de papa, la moitié utilise le X de maman. Chez nous, comme les hommes n'ont qu'un X de notre maman. Le Y ne dit pas plus que juste devenir homme. Donc, dans ce sens, il faut dire que on n'utilise que le seul X que l'on a. Le RP2 et le RPGR sont les deux gènes sur le X qui peuvent provoquer une pathologie rétinite pigmentaire liée au sexe. L'RP2, on n'a pas encore de traitement, mais je prévois que ça va venir. C'est un Mhm. gène qui est suffisamment petit pour mettre dans des virus bien connus. Pour le CRB1, euh, c'est un gène un petit peu compliqué. Je suis certain que ça va venir. Le problème avec le CRB1, c'est que le gène, le produit de ce gène, joue un rôle dans le développement de la rétine. Et donc, si le CRB1
n'a vraiment pas fonctionné chez la Mhm. personne à cause du fait que papa et maman ont tous les deux donné une mauvaise copie, et c'est vraiment une mauvaise copie. Il y a il y a une variation, hein, mais donc les personnes qui ont vraiment pas de fonction de cerveau, les personnes ont une rétine qui est peu traitable, quoi. La rétine ne se développe pas normalement. De l'autre côté, il y a des gens, beaucoup de gens, qui ont quand même une rétine qui est assez développée et qui dégénère avec le temps. Et c'est dans ces cas-là où on peut probablement traiter. Le Serbian doit pouvoir se mettre dans des virus connus. Et l'autre D'accord. gène, c'était le RP1. RP1 ou le PRPF31. Et alors, PRPF31 va venir. oui, Donc, le PRPF31 est sous développement en stade préclinique, c'est-à-dire pas encore chez les patients, mais certainement en stade préclinique. Euh, c'est à Pittsburgh, USA. Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Une dame que je connais très bien qui m'a un petit peu informé. J'ai beaucoup plus d'informations. Je peux en parler de façon privée pour les personnes qui ont le PRPF 31. Je ne vais pas entrer en détail pour ne pas trop prolonger ce que je dis. Et l'RP1 est un gène fréquemment impliqué euh, dans les pathologies, la plupart des cas rétiniques pigmentaires dominantes, et doit normalement pouvoir se mettre également dans les virus. Actuellement, pas encore d'essais thérapeutiques, mais également ça doit venir parce que l'RPA ça devrait suivre. contribue à un mécanisme traitable. OK. On me parle également du PROM dans le chat, le PROM1. Prom Euh, 1, oui. oui. Prom 1, certainement un cible également. Pas Mhm. encore de traitement sur le marché ou sous développement dans des essais thérapeutiques, c'est-à-dire chez l'être humain, mais sûr et certain, on étudie beaucoup. Le problème avec le PROM1, c'est que ça donne une dystrophie bâtonnet-cône avec quelque chose qui n'est pas classique chez les personnes avec une rétinite pigmentaire ou dystrophie bâtonnet-cône, c'est la même chose. C'est-à-dire que chez les personnes avec le PROM1, la partie centrale est touchée également. Néanmoins, je pense que ça va se traiter dans le futur, hein. Mhm. OK. Il y avait aussi des questions qui ne, dont c'est pas ta pure spécialité, parce que toi, c'est la thérapie génique. Mais on me posait aussi comme question, qu'en est-il de toute la thérapie concernant les cellules souches? Est-ce qu'il y a des évolutions Certainement. Donc, ou est-ce que oui, ça oui. s'est traité? Moi, je ne le fais pas, mais bien Oui, évidemment, j'essaie de rester au courant. Euh, bien sûr. des cellules souches, euh, ne jamais on va, je pense, mettre des cellules souches en soi dans les rétines, parce que là, en fait, c'est quelque chose qui se dit de temps en temps, est-ce qu'il faut aller en Turquie, aller en Allemagne pour avoir une injection dans le vitré des cellules souches? Je n'y crois pas trop. Je crois néanmoins dans des thérapies qui se développent actuellement. C'est difficile ce développement, c'est retardé en comparaison avec les thérapies géniques certainement, mais des cellules faites sur base des cellules souches Ah qui oui, sont d'accord. déjà faits en soit photorécepteurs, soit des cellules de l'épithélium pigmentaire, vont être transplantées d'ici 8, 10 ans, Ah oui, certainement en clinique. Mais d'accord. donc, c'est plus retardé ce développement que la thérapie génique. OK. En ce qui concerne aussi la partie un peu médicamenteuse, on me parle ces fameux antioxydants, médicaments expérimentaux, je lis dans les questions, hein, le N-acétylcystéine amide NPI 001 de Dallas au Texas, qui s'appelle le SLO-RP, avec ses antioxydants expérimentaux et associés au syndrome Usher. Voilà, la question c'est est-ce que ça évolue, ces traitements évoluent. Est-ce qu'on est en droit de croire que ça peut être utile Ouais. pour les patients? Je pense que ce n'est pas quelque chose qui fait du mal. Euh, la question est vraiment, est-ce que ça fait du bien? Euh,
Je crois que si une personne mange de façon méditerranéenne, c'est-à-dire comme un Italien, Oui, c'est-à-dire de façon variée, oui, je pense que ce n'est pas nécessaire de prendre de tels produits. Je le oui, dis pour les suppléments alimentaires également. Si vous êtes au quick chaque jour, bien évidemment, il faut prendre des suppléments. bien sûr. Je suis extrême dans ce que je dis, mais c'est pour la clarté, bien évidemment. Je n'y crois pas trop. Je ne pense pas que les antioxydants et tous les produits comme ça peuvent contribuer beaucoup à la qualité. Oui, Certainement, quand on mange de façon équilibrée, je pense que l'efficacité de porter, par exemple, un bon paire de lunettes de soleil, euh, oui. mettre une casquette, mettre un chapeau quand vous êtes dans des circonstances où le soleil brille fort. Là, en fait, à long terme, vous faites beaucoup mieux comme ça, au lieu de prendre des antioxydants. Je peux encore t'ennuyer un petit peu? J'ai encore le temps. Oui, allez, on y va alors. Est-ce que tout type de jeune et à n'importe quel âge propose une solution de soins? Là, tu as répondu, oui, c'est pas une question de rétine, c'est une question d'état de la rétine, pas une question Correct. d'âge. Correct sur tout Euh, ça. Oui. oui, c'est ça. Alors, a-t-on pu améliorer la vision lorsque la maladie de la rétine n'était pas héréditaire? Je suis un peu surpris de la question, je t'avoue. Euh, N'étant pas spécialiste, je te la pose. je peux vous dire que je vais répondre de façon brève. Actuellement, il y a des approches pour, par exemple, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est une Oui, pathologie qui n'est pas génétique du tout, oui, c'est mais vrai. qui est très fréquente, bien évidemment, à l'âge de 65 et plus. On voit quand même beaucoup de patients touchés par une perte de qualité de la partie centrale qui est la macula. Et Mhm. il y a une série de patients qui ont des complications où de nouveaux vaisseaux se forment en dessous de la rétine, vont saigner et donnent de l'œdème, du sang en dessous de la rétine. C'est toujours à cause de nouveaux vaisseaux. Et là, on peut maintenant faire une thérapie génique. On est en train de faire une étude, une consoeur à moi qui est l'investigatrice, et elle fait la thérapie génique où l'épithélium pigmentaire devient une site de production D'accord. d'un drogue, d'un médicament contre les nouveaux vaisseaux. Donc, c'est en fait appliquer la technologie qui vient de la thérapie génique afin de pouvoir traiter une maladie fréquente. Mhm. Euh, une question un peu particulière, mais qui mérite peut-être quand même qu'elle soit abordée. Savoir si un médicament a été trouvé pour combattre la rétinopathie pigmentaire et plus spécifiquement au Congo. Euh, Vaut mieux se Euh, soigner en Belgique, évidemment, ça c'est évident, on a plus de chances que en Congo, Absolument, malheureusement, je pense que malheureusement. nos amis congolais, bien évidemment, peuvent se faire traiter chez nous. Parce que Oui, là, en fait, au Congo, par exemple, il n'y a actuellement pas de centre qui applique de c'est la ce que je trouve. thérapie génique. Dans la plupart des pays, en fait, je pense, tous les pays africains, jusqu'à maintenant, il y a personne qui a été traité avec une thérapie génique, ce qui démontre à nouveau comment on est dans une situation de luxe en Belgique, hein. Bien Donc, sûr, bien sûr. Ok, il y a une autre personne qui me pose la question, c'est normal que je perde l'ouïe au fil du temps. Je suppose que c'est peut-être, tu en parlais tout à l'heure, de cette maladie qui à la fois crée la cécité, mais également oui, donc donne ça vaut la peine, la personne qui pose la question, ça vaut la peine qu'elle aille voir. d'avoir un génotypage, c'est-à-dire de déterminer le gène, parce que si vous avez une malvoyance et une perte d'audition s'installe également, ça peut bien être, par exemple, le syndrome de Sher type 3. On connaît un gène pour cette pathologie. Et donc, c'est assez simple. Si vous vous rendez vers des centres de génétique humaine, il y a quatre de tels centres du côté francophone. À Bruxelles, il y en a deux. À Gosselies, il y a l'Institut de pathologie et génétique à Gosselies, juste à côté de l'aéroport de Charleroi. Et puis à Mhm. Liège, au Sarre-Tillman, le centre hospitalier universitaire, des centres de génétique humaine. Vous pouvez vous rendre chez nous également. Il y a 8 centres en Belgique du côté flamand, quatre Mhm. du côté francophone, quatre.
Euh, Mhm. Tout le monde là peut vous aider pour trouver votre gène. Il y a certains se posent la question, une personne se demande si les analyses génétiques se développent, analyse génétique réalisée il y a 2 ans, sans avoir trouvé le ou les gènes mutés. Est-ce qu'il faut donc refaire de temps à autre, tous les Oui. X temps, si on n'a pas Très trouvé? bonne, ouais, Benoît, Je très sais que toi, bonne. tu me l'as conseillé récemment, Non, donc c'est une bonne question, très très bonne bonne question. question. C'est-à-dire que tous les 2, 3 ans, si rien n'a été trouvé au début ou après quelques étapes, euh, chaque 2, 3 ans, on essaie à nouveau avec de la nouvelle technologie. Donc, ça vaut la peine, sûr et certain. Si, par exemple, vous êtes connu chez nous, on refait avec d'autres types d'analyses. C'est inouï comment évolue la génétique. Et donc les choses évoluent très très vite, effectivement. Mhm. Le discours que tu tiens aujourd'hui sur la génétique, moi je te connais maintenant depuis quelques années, n'est plus le même. Il a vraiment Oui, évolué tellement les choses se sont spécialisées. C'est vraiment impressionnant ce que tu oui, nous as montré tout à oui. l'heure. Je dois bien reconnaître. Est-ce que tout type de gène et à n'importe quel âge propose une solution de soins? Non, pas pour tout type de gène, encore pour l'instant, bien entendu, je présume. Il Donc, n'y a pas de solution pour tous les gènes. la question était, est-ce que pour chaque gène, ça existe ou Oui, est-ce que tout type de gène et à n'importe quel âge propose une solution de soins? Est-ce qu'on a des pas soins pour... encore, pas encore certainement. D'accord. Donc, ça serait l'idéal, bien évidemment. Et c'est Bien sûr. finalement le but, mais je pense que ma fille va le faire, pas moi. Oui, c'est ça. Oui, probablement, oui, oui. Euh, alors, tu nous as parlé de pas mal de résultats de tests de traitement en cours. On voit bien que on n'est plus uniquement sur le... Même si on voit bien que c'est là que c'est plus avancé, sur RPE 65, mais il y a toute une série d'autres traitements maintenant qui voient le jour. Et on voit bien que ça commence à prendre de l'ampleur. Je crois qu'il faut s'en réjouir. Euh, je regarde alors s'il y a une autre question auquel tu n'aurais pas répondu. Tu as parlé du RP1, j'ai cet incident. Dois-je encore attendre un miracle de vue grâce aux cellules souches? À 76 ans, dois-je encore attendre un miracle de vue grâce aux cellules souches? Ça va venir, sûr et certain. Il y a dans Oui, le chat également des questions, hein. Je ne oui. sais pas Oui, oui, il certain y en si a tu les quelques-unes vois. également. Oui. Euh, j'en ai déjà posé l'une ou l'autre dans le chat. Euh, oui, on me pose la question, que pensez-vous des recherches sur les traitements dits gene agnostiques, comme C'est, OCU 400, Gisèle Naka? euh, En fait, les approches de cette approche spécifique, je n'y crois pas trop. Euh, Oui, Nakatak, hein, donc je n'y crois pas oui, trop. Euh, je pense que les approches euh, optogénétiques sont plutôt des approches qui sont beaucoup plus ciblées sur restaurer un certain niveau de vision pour les personnes qui n'ont plus de rétine parfaite oui. du tout. Euh, les autres approches euh, I'm sitting on the fence, hein, je ne suis pas certain. D'accord. Ok, ça a l'avantage au moins d'être clair, c'est très bien. Alors, on me pose également une autre question qui est peut-être intéressante aussi. Pensez-vous que l'on arrivera dans un avenir proche à faire des traitements spécifiques sur mesure en fonction du diagnostic via l'intelligence artificielle entre Oui. parenthèses? Voilà. Je pense, pour être bref, oui, à plusieurs niveaux, entre autres, ce qui est le diagnostic spécifique, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, et on a tout un congrès de un jour et demi à Londres cette semaine-ci, donc je pars jeudi pour Londres pour y participer, et c'est AI in Retina, hein. D'accord. Ah, Donc, ouais, ben voilà. l'intelligence artificielle en rétine. Euh, je vois un diagnostic qui va se faire de façon plus fine avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire même des personnes qui ont beaucoup d'années d'expérience comme moi peuvent être aidées avec une suggestion. Vous voyez ça au niveau phénotype. D'accord. Qu'est-ce qui est le génotype potentiel? Et de l'autre côté, qui arrive maintenant déjà, par exemple, deuxième chose, il y a plusieurs choses, mais deux choses, c'est le développement des médicaments.
Donc, le développement de médicaments, on développe 1 million de produits, dont un ou deux sont vraiment des médicaments. Et cette analyse ne doit plus se faire de façon chimique parce que l'intelligence artificielle peut calculer les effets, peut essayer d'interpréter les effets chimiques d'un certain produit sur base de petites variations. Et donc, je pense, euh, même seulement dans les deux aspects que je viens de mentionner, l'intelligence artificielle va améliorer certainement le développement de médicaments. Il va l'accélérer d'une certaine façon. Absolument. Oui. Euh, on a mentionné deux médicaments à prendre par voie orale. Tu en as parlé dans ton exposé, dans la présentation. Sont-ils disponibles? Et avez-vous entendu parler de l'Ocustime thérapie? Deux autres Ça, questions. ça s'appelle comment? L'Ocustime, Locustim, oui. O-K-U, Ouais, O-K-U-S-T-I-M ouais. thérapie, Euh, Ocuvision. Locustim, je pense que est-ce que ce n'est pas en fait une stimulation euh, électrique? Je pense que c'est en fait une stimulation électrique et donc je n'y crois pas trop. C'est quelque chose, j'ai 60 ans, je l'ai vu passer trois fois déjà. Ouais. Donc c'est un cycle, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Ce n'est pas cela qui va vraiment donner un effet qui va faire une différence. OK. Y a-t-il des médicaments à éviter absolument afin de ne pas empirer l'évolution de la rétinopathie? Qu'est-ce qu'on doit... Je dirais le, la vitamine A Oui, est un produit dangereux, c'est-à-dire que la vitamine A doit toujours se manger parce que, par exemple, la peau a besoin oui, euh, d'un bon taux de vitamine A. Mais prendre des suppléments alimentaires qui contiennent de la vitamine A sont dangereux. Euh, il y a d'accord. toute une série d'anciennes études qui viennent de Harvard University des États-Unis. C'est pour cela qu'ils ont beaucoup d'impact, mais qui sont pas correctes et qui Hmm, font la promotion pour l'utilisation de beaucoup de vitamines A à haute dose. C'est d'accord. quelque chose qui est dangereuse. C'est à plusieurs niveaux, non pas seulement, mais certainement important au niveau de l'enfant prénatal, c'est-à-dire un enfant dans le ventre d'une personne avec une rétine pigmentaire qui prend des suppléments alimentaires qui contiennent de la vitamine A, peuvent avoir de grandes anomalies dans le fœtus. Donc, D'accord. et au niveau de la rétine, c'est seulement à des super spécialistes comme moi de vous donner de la vitamine A. Je le fais de temps en temps, mais je sais exactement pour quel mécanisme je le fais. Et donc, dans la plupart des publications sur Internet, on parle, voilà, il faut prendre la vitamine A. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est dangereux. On a des questions amusantes aussi, hein. Les ondes Proximus et autres, des téléphones cellulaires ou d'autres ondes, peuvent-elles accélérer l'évolution de la maladie? Non. Exemple, vivre près d'une antenne Proximus. Non. Non. La réponse est non, c'est très clair. Ouais. OK. Oui, donc ça, j'en ai parlé. Traitement pour voir Oui, existe-t-il des traitements pour voir le soir? Donc, je suppose que c'est quelqu'un qui a commencé à perdre une partie de la vision, je présume, et qui demande à voir s'il existe des traitements pour aider à mieux voir le soir. Donc, dans l'obscurité. Oui, oui, Euh, il n'y a pas encore de traitement pour cela. C'est quelque chose qui n'est pas le but dans la plupart de nos thérapies, c'est-à-dire qu'on vit dans des circonstances bien illuminées dans des pays comme le nôtre. ouais. Et donc, c'est la fonction des bâtonnets qui va souffrir le plus dans Mhm. nos approches parce qu'on se cible surtout sur le bien-être des cônes. Donc,
Je dis toujours aux personnes qui ont une héméralopie, c'est-à-dire ne pas bien voir dans le noir, d'avoir une lampe de poche sur soi. C'est très important de le faire, ça vous protège. C'est également une arme contre des personnes qui veulent faire des choses mauvaises, parce qu'on peut l'utiliser pour, par exemple, euh, faire de sorte que les personnes qui vous attaquent ne voient plus rien. Hein. Oui. Donc, avoir une lampe de poche. Moi, j'en porte toujours une et j'ai pas de problème dans le noir, mais ça Mhm. double également comme une batterie pour mon iPhone. Excellente idée. Mhm. OK. J'ai un peu fait le tour de l'ensemble des questions. Il y en a que je n'ai pas posées. Par exemple, la recherche a-t-elle bien évolué dernièrement? Ben, tu en as parlé longuement, je pense. Ouais, C'est la peine sinon tu recommences ton exposé. Ben, c'est des questions qui avaient été posées à l'avance, donc je pense qu'on y a, ouais. tu y as relativement, tu y as très très bien répondu. Donc voilà, donc moi je suggère voilà, je pense avoir fait le tour des questions les plus importantes qui avaient été envoyées, que tu avais reçues. Est-ce que tu as encore un message que tu voudrais faire passer avant que l'on se quitte, Marc? Je suis très content que toi, Benoît, tu as vocalisé, je pense, l'essentiel de ce que je viens de dire. Je pense que je parle depuis le temps où je n'avais pas de cheveux gris, de thérapie génique. Maintenant, c'est quelque chose qui est là. Existe. Ouais. Donc, beaucoup a bougé. Euh, Bien évidemment, la vitesse avec laquelle on fait la recherche n'est jamais Ah, suffisamment c'est haute. rapide. Euh, mais de l'autre côté, vraiment de grandes différences vont se faire pour les patients. Donc, on a avancé beaucoup, beaucoup de travail encore, mais moi, j'ai beaucoup d'espoir. C'est vraiment mon message final. OK. Je te remercie. J'ai une toute dernière question qui vient d'être posée maintenant à l'instant, parce que les gens se précipitent un peu en se disant, tiens, on va se quitter. De toute façon, il y aura d'autres conférences, hein, on le sait bien, et on Oui, réunira à d'autres moments tout le monde. Peut-être, de quel budget avez-vous besoin pour développer une thérapie génique, mon cher Bart? Quel la budget? C'est des base, énormes budgets. oui, la base est toujours à peu près entre 1,5 et 2 millions Ouais, d'euros. voilà. Et puis le développement d'un produit qui est introduit sur le marché, c'est une multiplication de ce budget. C'est-à-dire que entre 100 millions et 500 millions pour un médicament. Ouais, Donc, c'est seulement de grandes boîtes qui peuvent financer cela. Mais en fait, la recherche de base commence toujours avec, par exemple, 100 000. Et puis, de plus en plus, par exemple, Luxturna, la recherche de base a coûté 2 millions de dollars. Donc, ça, je sais. Mais finalement, le développer en un produit sur le marché, c'est vraiment Mais 2 millions de dollars par rapport aux avantages qu'on peut en retirer au bout du correct. compte, finalement, c'est relativement modeste, hein, par C'est rapport. faisable. C'est C'est faisable. faisable, oui, absolument. Et Il faut c'est comme ça qu'il faut le voir et donc dire que, par exemple, euh, qu'est-ce qui est le coût d'une cécité est quelque chose qui, bien évidemment, doit se calculer. Ce sont des calculations avec lesquelles j'ai commencé. Bien sûr, oui, Mais oui. c'est quelque chose, c'est pour convaincre Frank van den Broek qu'on le fait. Absolument. Pour Voilà. dire, Ton message est clair. voilà, Si- Frank, c'est ça qui coûte de l'argent. Avec ce médicament, on peut couper. Hein. On peut Euh, espérer que quelques personnes représentant Total Dynamite ont peut-être entendu ce soir aussi, on peut l'espérer. En oui, tout cas, moi, je ferai passer quelques messages, en tout cas, que j'ai entendus ce soir. Je voulais te remercier, Bart, parce que c'est un exercice extrêmement difficile que tu as mené là, parce que quand on est d'un très haut niveau d'expertise et qu'on doit pédagogiquement rendre les choses extrêmement faciles à comprendre, c'est un exercice qui est peut-être le plus difficile pour un pédagogue. Tu étais remarquablement présenté. Je le savais. Bon, je ne suis pas surpris, mais je voulais quand même te remercier parce que la qualité de ton exposé était remarquable. Et je pense que tu as donné aussi un peu d'espoir à toute une série de personnes qui se trouvaient autour de l'écran. Un tout grand merci à toi. Un tout grand merci aussi aux participants. Je rappelle que
la présentation sera mise sur le site Retina Pigmentosa. Un tout grand merci à tout le monde et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée. Merci. Au Bientôt, revoir, hein. Au bientôt revoir. tout le monde.